pourquoi je me suis intéressé au changement climatique? C'est vrai que ma carrière de chercheur était plutôt dans le domaine des déchets nucléaires, mais j'étais également professeur et j'ai enseigné pas mal sur l'énergie, notamment à l'Université de Montpellier. Et notamment en master à Montpellier, j'enseignais l'énergie. Et au cours des 20 dernières années, le thème du changement climatique a été, je dirais, primordial pour décider des politiques énergétiques. Donc si le changement climatique, ça vient du CO2, il faut faire une transition énergétique, sortir des fossiles, etc. Et si c'est aussi dramatique que ça, eh bien, il faut agir de manière urgente et déterminée. Alors, au début, moi, c'est mes collègues, je n'étant pas climatologue, c'est mes collègues du CEA qui travaillent là-dessus, Jouzel et d'autres, qui nous ont fait des exposés, et j'ai pris les choses pour argent comptant. Donc, j'ai inclus dans mes cours le réchauffement climatique comme une donnée de base. Et puis, actualisant mes cours régulièrement, eh bien, j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions. Et on va voir, voilà, un petit peu les questions que je me suis posées. Et puis, souvent, les gens me disaient, mais alors, pourquoi tu n'y crois pas? Fais-nous une conférence là-dessus. Et je n'avais pas trop le temps, et j'avais promis à quelqu'un, eh bien, dès que je serai à la retraite, je vais m'y pencher, je vais préparer une conférence. J'avais des conférences sur plein d'autres sujets, mais pas sur celui-là. Donc, c'est ce que j'ai fait, et j'ai préparé cette conférence où j'étais content de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Alors, le réchauffement, je dirais dans l'hémisphère nord pour le moins, il est évident. Là, on a les données en France. Il est clair que depuis un siècle, on se réchauffe. Il n'y a pas besoin d'être un grand clair. On regarde une photo d'un glacier du Mont Blanc en 1916 et une autre après l'an 2000. On voit qu'il a reculé largement. On peut regarder, pour moi qui suis plus du sud, la date des vendanges à Châteauneuf-du-Pape. Je ne sais pas si vous aimez le Châteauneuf-du-Pape, moi je l'aime bien. Et eh bien, on voit que depuis 1945 jusqu'à nos jours, eh bien, la date a avancé régulièrement. Et ça, c'est un indice de réchauffement tout à fait clair, parce que le mûrissement du raisin, c'est une intégrale entre le temps et la température. Donc s'il fait plus chaud, il faut moins de temps. Et donc, c'est une preuve évidente d'un réchauffement. Pour autant, ce réchauffement est-il quelque chose d'exceptionnel ou d'extrêmement inquiétant, comme d'aucuns le prétendent? Quand on regarde un peu l'histoire, ça serait quoi une température normale pour l'Europe? Là, on a essayé de retracer sur ce graphe, qui est d'ailleurs la plupart des courbes que je les prends dans les données du GIEC, c'est-à-dire ceux que je vais un peu contester aujourd'hui, de manière à ne pas être pris pour... je prends les données chez eux, ce qui me permet de ne pas être contesté sur les données de base. Donc, si on regarde ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui dans la période médiévale. Typiquement, lorsque les Vikings ont colonisé le Groenland, ça voulait dire la terre verte, parce qu'il n'y a pas de neige. C'était juste une terre verte, pleine d'arbres. Et donc, toute cette période-là, pendant plusieurs siècles, eh bien, il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, et il n'y avait pas de glace au Groenland. Puis, il y a eu ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire. Et dans les années 1600 à 1800, eh bien, la Tamise était gelée tous les hivers, et tous les reports historiques montrent qu'on pouvait traverser à pied parce que c'était gelé tous les hivers. Donc, d'avoir plus de, moins 2 degrés sont des événements pas si extraordinaires que ça, mais on voit que les constantes de temps passées de l'un à l'autre, c'est à peu près 1000 ans, c'est-à-dire qu'en gros, c'est plusieurs siècles de réchauffement, plusieurs siècles de refroidissement, et ainsi de suite, donc des constantes de temps extrêmement grandes. Et typiquement, le réchauffement, c'est de l'ordre, ou le refroidissement, du degré par siècle. Alors, une des hypothèses, moi, de ce qu'on m'a annoncé comme étant la cause du réchauffement, c'est l'effet de serre. Alors, l'effet de serre, c'est quoi? L'effet de serre, c'est que le Soleil envoie des rayonnements solaires, pour la plupart visibles, sur la Terre, qui réchauffent la Terre, mais la Terre réémet sous forme d'infrarouge, de corps noirs, de choses qui ne sont pas visibles la nuit, à part si aujourd'hui on est militaire et qu'on a des caméras infrarouges, on ne les voit pas, un rayonnement qui, lui, traverse beaucoup moins que le rayonnement direct qui nous a frappés et va être réfléchi par un certain nombre de gaz dits à effet de serre qui vont faire comme une couverture qui renvoie la chaleur. Alors l'effet de serre, avant de voir ça comme quelque chose de diabolique, c'est avant tout quelque chose de bénéfique. S'il n'y avait pas d'effet de serre, la température moyenne de la planète serait moins 18 degrés et l'eau serait glace, il n'y aurait pas de vie possible sur la Terre. Donc on est vraiment content qu'il y ait l'effet de serre qui met une température moyenne de la planète à 15 degrés, qui est tout à fait par hasard l'optimale pour le développement de la vie.
une température optimale. Alors, l'effet de serre, il est illustré aussi sur ce graphique. On voit le rayonnement qui arrive sur la gauche en jaune, et puis on voit la Terre qui réémet de l'infrarouge avec les grosses flèches. Et qu'est-ce qu'on voit? L'essentiel de cette grosse flèche, au lieu de repartir vers le ciel, il y a un tout petit bout qui repart dans le ciel, mais l'essentiel est réfléchi essentiellement par les nuages et revient sur la Terre. C'est ça l'effet de serre. D'ailleurs, n'importe quel campeur a expérimenté l'effet de serre. Le jour où le ciel est parfaitement bleu, eh bien, à 6 heures du matin, vous vous gelez, parce qu'il fait très froid. Et le jour où il y a une bonne couverture nuageuse, eh bien, le temps est beaucoup plus doux, parce qu'au lieu que la chaleur soit repartie vers le ciel, elle est renvoyée par les nuages, et on a une couverture qui nous protège. Donc l'effet de serre, tout le monde l'a expérimenté. Et la première cause, alors quels sont les gaz à effet de serre? Les principaux gaz de l'atmosphère, l'azote, l'oxygène, ne sont pas des gaz à effet de serre. N'absorbent cet infrarouge que des gaz qui ont plus de 3 atomes par molécule, des molécules un petit peu grosses. Donc la première molécule à 3 atomes, eh bien c'est l'eau. Ce n'est pas le CO2. Quand je demande à mes étudiants c'est quoi le premier gaz à effet de serre, ils répondent toujours CO2. Il y en a un autre qui est encore plus banal, qui a 3 atomes par molécule, c'est H2O. Donc le premier gaz à effet de serre, c'est de loin la vapeur d'eau, donc les nuages. 0,3% en gros dans la teneur de l'atmosphère. À 10 fois moins, le gaz carbonique est un gaz à effet de serre, mais également il y en a d'autres comme le méthane, le protoxyde d'azote, l'ozone, etc. Alors maintenant, on va se focaliser sur le CO2 qui est aujourd'hui le grand coupable. Pourquoi on ne se focalise pas sur l'eau, même si c'est le principal gaz à effet de serre? C'est que l'eau, c'est naturellement régulé. C'est-à-dire que vous pouvez mettre tous les aéroréfrigérants sur n'importe quelle centrale, réacteur et envoyer des panaches de vapeur d'eau. C'est complètement peanuts par rapport à ce qui s'évapore sur les océans et ce qui va retomber sous forme de pluie. Ce qui fait que l'eau que l'homme rajoute n'a aucune influence sur la teneur en eau de l'atmosphère qui est régulée naturellement. Par contre, le CO2, il y a une origine dite anthropique, c'est-à-dire qui vient de l'homme, et une origine naturelle. Alors, si on écoute les médias, on a l'impression que quasiment tout, c'est l'homme qui est le coupable. Mais quand on regarde les données techniques, eh bien, on voit que plus de 95% du CO2 de l'atmosphère est naturel. C'est tout simplement les arbres qui respirent, les végétations, les animaux, vous et moi. C'est les arbres qui se décomposent. Il y a un cycle naturel. Les volcans en rajoutent, etc., les micro-organismes divers. Et donc, l'essentiel du CO2 est naturel. On estime que la part liée à l'homme est entre 3 et 5%. Donc, là, j'ai des données à 3%. Si je reprends des données du GIEC, ils arrivent à 3,8. Voilà. Bon, je ne veux pas pinailler, je ne suis pas un expert de la question, mais c'est entre 3 et 5% du CO2 qui est d'origine anthropique, c'est-à-dire lié à l'activité de l'homme. Alors, le CO2, avec le battage médiatique qu'on a eu, c'est jugé comme un polluant dramatique qu'il faut absolument éradiquer. Et je voudrais dire que le CO2 est tout sauf un polluant au premier ordre. Le CO2, il est essentiel à tout le développement de la biomasse. Et sans CO2, on n'aurait pas toute la biomasse qui se développe, on n'aurait pas la vie. Et on a besoin du CO2 pour manger tous les jours, pour avoir les arbres, pour avoir l'herbe qui nourrit nos vaches. On a besoin du CO2. Et même s'il y a un peu plus de CO2, ça va doper la croissance végétale. Et dans un premier ordre, c'est positif. Donc le CO2 n'est pas toxique quand on le respire. Le seul problème du CO2, c'est qu'il est un peu plus lourd que l'air et que s'il y a une accumulation, eh bien, il n'y a plus d'air là où il est. Donc, moi, je me rappelle, quand j'étais petit, je faisais les vendanges, et il y avait des grands foudres en bois dans lesquels on faisait le vin, et qui se remplissaient de CO2 par fermentation, et il fallait les nettoyer. C'était les gamins comme nous qui rentrions par la petite porte du bar pour les nettoyer. On rentrait toujours avec une bougie allumée, et si la bougie s'éteignait, on ressortait très très vite. Ça veut dire que le CO2 était en bas et on ne pouvait pas respirer. Donc, voilà, c'est le seul risque qu'il y a. Mais par contre, dilué dans l'air, ce n'est pas quelque chose de toxique, contrairement au CO, des poêles à charbon, qui, lui, a une toxicité avérée. Donc, voilà, il n'y a pas de toxicité. Le problème, c'est est-ce que vraiment le CO2 que l'homme rajoute est coupable de changements climatiques qui vont bouleverser la planète. Donc, c'est ce qu'on va essayer de regarder. Ce qui a affolé un petit peu les populations et qui a été le déclencheur d'un grand battage médiatique, c'est cette fameuse courbe qui est tracée là, qu'on a courbe en crosse de Hawkey, qui a été publiée en 1998 par Michael Mann.
et dans lequel il essaye de retracer la température du globe sur 1000 ans, où on voit quasiment une température constante, et tout d'un coup, un peu avant les années 2000, un départ en flèche de la température. Et dans cette courbe, il y a une corrélation qui est proposée, quasiment directe, entre la teneur en CO2. Donc on a tout à fait l'impression que rien n'a changé pendant 1000 ans, et puis depuis, tout d'un coup, le CO2 flambe, la température flambe, et tout le monde s'est jeté sur cette courbe comme étant une évidence que c'était le CO2 rajouté par l'homme qui était le coupable, et que la température, et si effectivement on extrapole cette courbe, eh bien ça part, c'est une exponentielle, donc on part vers des températures absolument extraordinaires qui vont conduire à des bouleversements dramatiques. Alors, comme on est dans une phase où le développement d'énergie fossile n'est loin d'être terminé, notamment en Inde et en Chine, où il y a un développement considérable, surtout dans ces années-là, c'était des développements à 2 chiffres, c'était plus de 10% de croissance par an, eh bien, il était évident que la teneur rejetée allait encore augmenter, et donc les prédictions étaient catastrophiques. Alors, cette fameuse courbe qui a affolé tout le monde, eh bien, elle a été rapidement contestée, mais c'est ce qui a permis à tout un mouvement, je dirais, de se saisir de ça. Donc, un presque président des États-Unis, Al Gore, a fait tout un battage, a fait un film, Une vérité qui dérange, et qui a fait le tour de la planète en disant « le CO2, c'est le grand coupable, on va vers un réchauffement absolument dramatique ». Dans ce film, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Et il prédisait qu'il n'y aurait plus de glace au pôle Nord en 2013, qu'on allait avoir des réchauffements dramatiques. Et ce film à grand spectacle a convaincu le monde entier. Du coup, il y a eu toutes sortes de politiques qui sont saisies de la situation. Donc, création du GIEC, on en reparlera, qui en fait est un organisme des Nations Unies qui s'appelle IPCC, donc GIEC, on verra sa traduction française, qu'est-ce qu'elle pose comme problème, et toutes sortes de réunions en haut lieu, protocole de Kyoto, puis régulièrement différentes conventions nationales. La plus récente pour nous, c'est la conférence de Paris sur le climat, où à chacune de ces conférences, on a insisté sur ce battage médiatique. Et qu'est-ce que ça aboutit ? Eh bien, des propos alarmistes. C'était Chirac en 2002, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », à Johannesburg. C'était Fabius en 2015, « C'est la vie même sur notre planète qui est en cause, l'urgence est absolue ». Donc vous voyez, ça chauffe et ça réchauffe. On va tous brûler. Alors moi, au début, j'y ai cru et j'avais intégré ça à mes cours. Et puis, je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur cette déclaration d'un membre d'un collectif qui s'appelle Climato-Réaliste. Et ce qu'il a écrit, c'est exactement ce que j'avais écrit. Je m'y suis complètement retrouvé. Donc, j'ai pris quasiment mot pour mot ce qu'il a dit, parce que c'est exactement ce que j'ai réécrit si c'était moi à qui on m'avait demandé mon avis. Et lui aussi disait, au début, j'y ai cru. Une organisation GIEC, émanation de l'ONU, qui est a priori insoupçonnable de parti pris, une théorie de l'effet de serre qui vous est assénée comme étant connue et démontrée par tous les scientifiques, des preuves corroborant cette théorie qui paraissent incontestables, une courbe où on voit le CO2 qui suit, une modélisation future basée sur un certain nombre de scénarios qu'on ne comprend pas bien mais qui nous effraient, des glaces qui fondent effectivement de manière factuelle au pôle Nord, on voit les glaciers qui diminuent. Il semble qu'il y ait une sorte de consensus médiatique. Quand c'est couronné par un prix Nobel donné à Al Gore avec un film à grand spectacle, la messe est dite, ça paraît clair. Mais des premières controverses sont arrivées peu après la publication de la courbe de Mann. Et cette courbe a été contestée. Elle était faite sur une détermination des températures pendant 1000 ans à partir de l'écorce des arbres. Et il y a plein de biais dans ce type de détermination qui ont été mieux documentés par la suite. Et cette courbe, le GIEC lui-même l'a retirée de ses rapports en disant « non, ça ne marche pas ». Mais il n'est pas revenu sur les conclusions qu'il avait tirées de la courbe. Il a juste retiré la courbe. Et il l'a remplacée par une autre qu'on va regarder un peu plus en détail. Alors cette nouvelle courbe déjà ne montre plus que tout est plat, puis tout d'un coup il y a une grande montée. On voit une montée beaucoup plus régulière, là c'est sur les 50 dernières années. Et ce qu'on voit, c'est une décorrélation, en fait, quand on regarde finement, avec le CO2. On voit qu'entre 2000 et aujourd'hui, le CO2 est réellement monté en flèche dans les rejets de CO2,
alors qu'au contraire, la courbe soit linéaire, soit au contraire montre une inflexion qui diminue à partir de l'an 2000. Donc quand on regarde même plus en détail, eh bien qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans les 15 dernières années, il y a une pause climatique, c'est-à-dire qu'on ne voit plus ce réchauffement, on voit une température moyenne de la planète qui, à l'incertitude près, est constante sur les 15 dernières années. Alors effectivement, tout l'affolement était venu sur ce petit pic qu'on voit ici vers les années 97-98, où effectivement ça montait très très fort. Et là, ce qui a commencé à me faire titiller, moi qui suis scientifique, qui a commencé, c'est que les mêmes collègues que j'ai interrogés qui m'avaient dit il y a 3 points qui montent très très fort là-haut, c'est significatif, c'est sûr. Quand j'en avais 10 qui étaient stables, ils m'ont dit oh ça c'est des incertitudes, on ne sait pas. Alors là, ça commençait en tant que scientifique à me gêner beaucoup. C'est que 3 points qui montaient étaient sûrs à prendre pour argent comptant, mais 10 qui étaient stables, c'était l'incertitude statistique. Ces 2 poids de mesure ont commencé à attirer mon attention de scientifique qui aime bien chercher la vérité et qui aime bien aller au fond des choses. Alors, bien sûr, les médias s'en étaient emparés depuis longtemps, donc on a chaque année une nouvelle proclamation que, d'après la NASA, d'après ceci, d'après cela, l'année qui vient est plus chaude et le record mondial pour nous préparer à brûler quasiment vif tel qu'on nous le prédit. Alors quand on regarde les chiffres, d'abord, dans un monde qui depuis un siècle est dans une montée croissante, le fait que la température des années 2000 soit plus grande que celle des années 90, celle des années 90 plus grande que des années 80, il n'y a rien de choquant statistiquement, puisqu'on parle d'un réchauffement continu de l'ordre de 1 degré par siècle, donc globalement, il n'y a rien de choquant à ça. Mais quand on regarde qu'est-ce qui est exploité comme données, on voit par exemple l'année 2014, la plus chaude de la planète qui a été publiée en 2014. De quoi elle est plus chaude? De 2 centièmes de degré par rapport à 2010. Mais l'incertitude des mesures, elle est donnée dans les rapports du GIEC à 0,1, c'est-à-dire 1/10 de degré, et les spécialistes me disent que ça c'est extrêmement optimiste, c'est plutôt 0,2 ou 0,3. Et il y a même un des spécialistes qui a dit « Je vous mets même au défi d'ouvrir le robinet d'eau chaude et d'eau froide de votre baignoire, de laisser couler, de remplir votre baignoire et de me donner la température de votre baignoire à mieux de 0,2 degrés, parce que le brassage de l'eau chaude et de l'eau froide, c'est qu'il y aura des coins chauds et des coins froids, et pour arriver à ce niveau de... Et quand on sait que la température des océans, c'est plutôt 40 degrés à certains endroits, et c'est 4 degrés à d'autres, eh bien, faire l'intégrale sur le globe, c'est quelque chose qui est très difficile, et tous les spécialistes disent que 0,1, c'est même extrêmement, extrêmement optimiste. Et rebelote en 2015, la plus. Et là, on était seulement dans 1 centième de degré de plus, et une conclusion honnête aurait été de dire on ne voit pas de changement dans les 10 dernières années. Mais les médias vous ont donné c'est l'année la plus chaude. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est une bonne question, on va essayer d'y revenir. Alors, quand je fais le bilan, ces choses qui m'avaient affolé et que j'avais intégrées dans mes cours, quand je regarde 10 ans après, toutes les prédictions à 10 ans étaient fausses. La planète ne se réchauffe plus depuis 1998. Aujourd'hui, il y a des spécialistes qui expliquent le pic qui avait affolé tout le monde comme étant lié au phénomène El Niño. C'est encore controversé, je ne suis pas un spécialiste pour en discuter, mais il y a des explications qui sont données. On nous parle du volume de glace dans l'Antarctique, dans l'Arctique qui est en train de fondre à toute allure, mais personne ne nous dit jamais que le volume de glace au pôle sud augmente. Et globalement, eh bien, la teneur en glace qui va déterminer l'albédo. Alors l'albédo c'est quoi? C'est combien de la réflexion solaire arrive sur la Terre et renvoyée directement dans l'espace. C'est un point important dans les modèles climatiques. Et donc si on remplace de la glace qui réfléchit par des forêts qui absorbent, la Terre va se réchauffer encore plus vite. Donc si l'albédo diminue, c'est un problème. Eh bien, on a dit, vous voyez, la glace fond, ça va accélérer le réchauffement. Eh bien, la glace n'a jamais fondu, parce que quand elle fondait au nord, elle se reconstituait. Et il y a un professeur qui s'appelle Didier Raoult qui a dit, mais je me demande pourquoi il y a toujours ces données sur le pôle Nord et jamais sur le pôle Sud, parce qu'il y a une publication dans Nature, c'est d'une telle simplicité pour avoir les données, il suffit d'aller sur votre ordinateur, de faire Google Earth et de faire une photo. Et juste avec ça, il a publié dans Nature les photos du pôle Nord et du pôle Sud, où on voit qu'il y a toujours plus de glace dans le bilan global. Donc on dit pourquoi personne ne l'avait fait, il suffit d'avoir Google Earth pour avoir ces données. Il n'y a pas besoin d'être un grand savant.
Alors, toutes les prédictions des modèles, avec leurs incertitudes, étaient toujours dans le pire, mais on voit qu'ils prévoyaient des montées en température. On voit aujourd'hui les faits sont toutes en dessous, même des prédictions les moins pessimistes. Donc, on se réchauffe beaucoup moins. Donc, comment faire confiance à des modèles à 200 ans qui ne sont pas prédictibles à 10 ans? Et c'est ce qu'on nous demande. On nous dit, dans 200 ans, ça va être terrible. On nous demande de faire confiance à des modèles qui n'ont pas marché dans les 10 dernières années. En fait, ce qui m'a alerté le premier, c'était pas tant les données que l'attitude de ceux que j'interrogeais. Et ça m'a tellement rappelé le débat création-évolution. C'était quelque chose de tabou. Quand je posais des questions aux spécialistes, moi, attends, je comprends pas là, ces 3 points c'est significatif, et pourquoi mes 10 points là ne le sont pas? Expliquez-moi mieux. Eh bien, au lieu d'avoir une réponse scientifique, j'avais une sorte d'anathème. Mais comment c'est scandaleux que toi, qui es au CEA, tu oses contester ça? Et c'est ce type de réponse qui m'a encore plus titillé. Je dirais, mais attends, là, on n'est pas dans la science. On est dans l'anathème de tous ceux qui osent s'exprimer à l'encontre. Et c'est pas que moi. Tous ceux qui ont osé élever leur voix, et pas des moindres. L'année dernière, j'avais invité Vincent Courtillot à venir donner une conférence à Marcoule. Vincent Courtillot, ancien directeur de l'Institut de physique du Globe, membre de l'Académie des sciences françaises, une personnalité spécialiste de ces domaines-là, mais qui a eu la mauvaise idée de ne pas croire à ce réchauffement climatique. Eh bien, au début, le directeur du centre est venu me voir en me disant « Non, non, ça nous embête qu'ils viennent pour des raisons complètement fausses qu'il m'a données. Il faut reporter. » Donc moi, un peu naïf, j'ai reporté. Mais j'ai dit, je vais reprendre une date avec Courtillot. Pour avoir Courtillot, qui est une personnalité, c'était déjà pas évident. J'avais fait intervenir des personnalités importantes. Et 3 jours avant la venue prévue, interdiction formelle qui rentre sur le centre et qui donne la conférence. J'ai été obligé d'annuler cette conférence. C'est d'une violence étonnante. Parce que vis-à-vis de lui comme vis-à-vis de moi, c'était extrêmement violent. Moi, j'avais invité des centaines de personnes. Donc, on voit que, et cette aventure, quand j'en ai parlé à d'autres, tous ceux qui ont osé creuser un peu ces données se sont fait censurer de manière violente. Que ce soit Claude Allègre, que ce soit en Allemagne Fritz von Reinhold, dont on reparlera tout à l'heure, voire s'ils étaient, moi j'étais protégé par mon statut un petit peu fonction publique, mais s'ils étaient dans le privé, eh bien ils étaient directement licenciés. Donc là, on a le patron de Météo de France 2 qui a osé, Philippe Verdier, qui a osé écrire un livre où il ne se définit pas comme un climato-sceptique, il se définit juste comme quelqu'un qui soulevait des bonnes questions. Climat, investigation. Et il se posait des questions sur le fonctionnement du GIEC, sur, je dirais, l'objectivité des conclusions du GIEC. Et il posait que des bonnes questions. Dans la semaine qui a suivi la sortie de son bouquin, il a été viré. Donc, ce côté violent me montre qu'on n'est plus dans un débat scientifique serein, mais dans une volonté politique extrêmement forte. Et quand je dis politique, je pourrais peut-être dire spirituelle. Alors bien sûr, les médias en font les choux gras. Et les médias, vous savez comment ça marche? Moi, j'ai discuté avec un journaliste, il me racontait. Oui, si vous voulez, je vous laisse écrire l'article complètement. J'étais surpris parce qu'en général, ils m'interviewent, ils mettent bien ce qu'ils veulent. Il dit, non, je vais vous laisser. Alors, il dit, OK. Et vous me jurez que vous ne changerez pas à une virgule? Je dis, oui, si vous voulez. Mais une chose l'accroche médiatique, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est mon chef de rédaction. Il mettra bien ce qu'il veut. Et le titre dit absolument le contraire de l'article. Et ce qui formate l'opinion publique, c'est toujours le titre. Donc, par exemple, si j'avais écrit, je sais pas, quelque chose disant que le réchauffement climatique n'est pas avéré, il aurait mis un titre, la Terre brûle, et on est tous morts dans 10 ans, Étienne Vernaz. Et il te fait porter le chapeau de ça. Après, l'article dit tout le contraire, mais peu importe. Il me dit, ah, non, moi, j'ai rien dit de faux, j'ai mis un point d'interrogation. C'est l'accroche médiatique. Alors, là, on le voit, j'ai pris un exemple. Dans n'importe quel média, j'ai pris un journal quelconque, et gros titre, la fonte du glacier Ty White, le plus massif de l'Antarctique occidentale, large de 120 km, fera monter les océans de 60 cm. Tu lis ça, et en fait, la plupart des gens ne lisent que ça. Si tu as ta maison au bord de la mer, tu la vends tout de suite, quoi. Hein? Et puis, quand tu lis l'article, qu'est-ce qui est dit dans l'article? Selon ce modèle, au plus tôt, à partir de 200 ans, au plus probablement dans un millénaire, le scénario le plus probable sera une montée de l'océan de moins d'1 millimètre par an, etc., etc. En fait, c'est exactement ce qu'on observe depuis
plus de 100 ans, 1 mm par an de croissance. Rien de nouveau sous le soleil, mais ça fait rien. On a réussi à affoler tout le monde avec un gros titre. Alors bien sûr, il y a des photomontages magnifiques. Qui n'a pas vu ce pauvre ours qui est en train de mourir parce qu'on fait de l'anthropomorphisme, on imagine que l'ours est comme un homme, et si mon enfant était sur un glacier qui dérive, mon cœur battrait très fort. Les ours, ils savent nager, vous ne faites pas de soucis, il n'y a pas de problème pour eux. Et en plus, ça, c'est juste du photomontage. La preuve, c'est qu'exactement le même morceau de glace, vous le retrouvez avec des pingouins sur un journal suivant, où vous pouvez l'avoir avec des... Et un journal sérieux comme Science a pris cette photo, et quand il a réalisé qu'il s'était fait avoir parce que c'était un photomontage, il a fait un correctif. Donc je rends hommage à Science, qui a dit « Je me suis fait entuber, c'est un photomontage. Rassurez-vous, les ours ne se sont jamais aussi bien portés au pôle Nord. » Alors, pendant que ça fond au pôle Nord, on l'a dit, ça grandit au pôle Sud. Globalement, la surface de glace a diminué de 1,5 million de kilomètres carrés en moyenne en Arctique, mais a augmenté de 2 millions en Antarctique. Donc globalement, l'albédo, aucun problème. Là, vous avez un professeur, Fritz von Ronholf, écologiste, un savant allemand, très connu en Allemagne, qui a occupé des postes ministériels. Et il était un des relecteurs du GIEC pour l'Allemagne. C'est lui qui devait. Et quand il a lu ces rapports, il s'est élevé contre ça. Il a dit, attendez, vous me donnez tout ça de données qui sont factuelles, mais les conclusions que vous tirez ne correspondent en rien aux données que j'ai analysées. Donc vous tirez des conclusions fausses de données vraies. Et quand il s'est fâché, on l'a écarté lui aussi. Et lui-même s'était violemment opposé au lobby d'un éco-fasciste qui disait qu'il faut, par l'écologie, obtenir un nouvel ordre mondial qui est supérieur à la démocratie. Ça veut dire la démocratie, on s'en fiche, imposons, imposons. Donc tu m'as demandé quelles sont les motivations. Eh bien, tout à l'heure, on va peut-être y revenir, mais les motivations ne sont vraiment pas scientifiques. Elles sont d'un ordre politique, idéologique, et parfois, elles rassemblent différentes communautés diverses qui se retrouvent sur ce terrain de la peur. Alors moi, j'ai commencé, suite à ça, à analyser moi-même les données du GIEC. J'ai pris du temps. Je ne suis pas climatologue, mais c'est quand même des données accessibles. C'est dans Internet, vous pouvez le trouver facilement. Et j'ai été frappé il y a 3 rapports pour le GIEC. Il y a un rapport épais qui donne toutes les données de beaucoup de chercheurs, qui est assez factuel, le rapport 3, et puis, le rapport 1, pardon. Et puis, il y a un rapport dit 3, qui est pour décideurs, où en gros, on tire les conclusions et on fait un sommaire pour les décideurs, c'est-à-dire les politiques. Et toutes les politiques vont être déterminées à partir de ce qui est écrit dans le rapport 3, qui est la synthèse, en quelque sorte. Il prétend être la synthèse. Alors, j'en ai pris quelques-uns. Prenons le sujet du réchauffement de la mer. Vous regardez le rapport 3, qu'est-ce qu'ils disent ? Il est absolument certain que l'océan se réchauffe de manière dramatique, avec un taux de confiance, je crois, de 90%, etc. Donc, vous lisez données pour décideurs, c'est dramatique, ça s'accélère. Vous prenez les données du rapport 3, où il y a vraiment les données, qu'est-ce que vous regardez ? Les données entre 1880 et 2012, et puis vous regardez les données actuelles, la vitesse de réchauffement n'a pas changé d'un iota, c'est toujours compris dans l'incertitude. Donc, les données sont dessous, la conclusion est au-dessus. N'importe quel de mes étudiants en première, au lycée, qui, à partir de ces données, tirait ses conclusions, je lui mets 0 à la copie, je dis « t'as rien compris aux incertitudes ». Mais nos personnes du GIEC, apparemment, n'ont pas le bac à passer, donc il n'y a pas de souci pour eux. Réchauffement de l'atmosphère. Exactement la même chose. Tu peux prendre la température dans la lithosphère supérieure, inférieure, la basse stratosphère. Tu regardes les données des années 50, des années 60, 80, 2012. Tu vois qu'effectivement, il y a un réchauffement, mais il n'y a pas d'augmentation du réchauffement. La variation et les intervalles de confiance, c'est homogène. Tu ne peux pas voir une tendance dans un sens ou dans l'autre. Pourtant, la conclusion, ça s'accélère avec un taux de confiance de je ne sais plus combien %. Et comme ça, tout à l'avenant, augmentation du niveau de la mer, pareil. On regarde les données, on voit que ça augmente d'1 millimètre par an depuis un siècle. Et les conclusions, c'est ça s'augmente de manière accélérée, de manière dramatique, on va vers la catastrophe. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a des données factuelles qui sont bien étalées, où le GIEC va instrumentaliser 1000 chercheurs, mais on va prendre les données de 1. En gros, dans le rapport 3, ce qu'on nous dit, c'est que le réchauffement, il va être compris entre 1 et 9 degrés, avec une incertitude énorme, et que les modèles ne nous permettent pas trop de trancher entre 1 et 9. Voilà ce que dit le rapport 3. Le rapport 1, pardon. Mais le rapport 3 dit,
d'une manière unanime, tous les chercheurs ont montré que c'était neuf avec une grande certitude. Voilà. C'est ça, ce grand écart, qui, moi, m'a énormément choqué. Alors, en plus, le GIEC, j'ai découvert dans ce livre de Christian Giraudot qu'il n'était pas ce que je croyais, parce que si vous allez sur le site du ministère, vous tapez GIEC, vous voulez savoir ce que c'est, il y a marqué « Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ». Mais en fait, c'est une traduction mensongère de Intergovernmental Panel on Climate Change, et le GIEC n'a aucun expert. Le GIEC, c'est des politiques mandatés par les ministères de l'écologie de leurs différents pays pour faire un travail politique, et le GIEC a été construit pour démontrer le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'il n'instruit qu'à charge. Et quand on lui demande, il dit « Oui, moi, toutes les données qui déchargent, ça ne m'intéresse pas, je suis là pour construire à charge ». Il a été créé pour ça, pour démontrer et guider les politiques vis-à-vis du réchauffement qui est un postulat de départ. Donc le GIEC est un instrument politique. Alors le GIEC, effectivement, utilise après plus de 1000 experts qui donnent des données extrêmement variables, et ensuite le GIEC choisit la donnée qu'il va retenir de ces milliers d'experts. Et alors tout à fait par hasard, la donnée qu'il retient, c'est celle d'un gars de Greenpeace, etc., qui est complètement catastrophiste. Tout à fait par hasard, c'est celle-là qu'il retient comme la donnée de référence qui va déterminer le choix pour décideur. Et ensuite, ils vont faire un communiqué de presse qui, bien sûr, résume le rapport 3. C'est pas souvent que... Donc la question tout à l'heure que j'ai posée, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça me fait penser à quelque chose. Dans les années 70, en Suisse, on avait crié au scandale au sujet de la consommation d'essence, à tel point qu'on avait interdit la circulation voiture le dimanche. Et tout le monde y marchait. Moi, j'étais le premier à dire « non, non, il faut respecter, il faut... » On se trouve devant une situation qui revient au pourcentage dont vous parliez tout à l'heure, 5% puis encore 5%, c'est le maximum excessif. Et si on regarde les milliards qui ont été dépensés pour ce problème, ils n'ont empêché en rien, en plus, les émissions de CO2. C'était que de la poudre aux yeux. Alors, ce que je veux dire encore, c'est qu'on nous assène dans ces rapports que le GIEC est suivi, tous les experts sont unanimes, ce qui est complètement faux. Si vous regardez le nombre de scientifiques qui ont signé des manifestes disant que le réchauffement est factuel, mais qui n'est pas lié au CO2 rejeté par l'homme, eh bien, il y en a énormément. Dans un premier temps, il y en a eu 4000 qui ont signé l'appel de Heidelberg. Aujourd'hui, il y en a eu plus de 31 000 qui ont de nouveau signé un appel n'y croyant pas, mais on nous répète à l'envi, tous les scientifiques sont unanimes pour croire au réchauffement climatique, ce qui est loin, loin d'être la vérité. Ce qui conduit les gens à souhaiter un changement de manière de vivre, au niveau de l'écologie, au niveau de l'utilisation et de la production de l'énergie, d'où toutes les énergies éoliennes. On se pose la question. Alors, si c'était vrai, effectivement, il y aurait un problème d'énergie fossile qui serait dramatique. En fait, ce n'est pas du tout avéré. Et quand on regarde, en fait, il faut toujours faire une analyse bénéfice-risque. Un médecin me disait, tout médicament est un poison. Si je le prescris, c'est juste que le bénéfice est plus grand que le risque. Mais si tu te fais de l'automédication par plaisir, tu t'empoisonnes. Hein? Donc, de la même manière, il faut faire une analyse bénéfice-risque. Aujourd'hui, il n'y a rien qui n'ait pas de risque. L'automobile, c'est un risque. 4 000 morts par an par accident. Moi, quand j'ai passé mon permis, c'était plutôt 15 000. Ça a plutôt baissé. Maintenant, si tu regardes avec un regard plus objectif, tu te rends compte qu'aujourd'hui, l'automobile sauve des milliers de vies. Si on estime qu'il y a 20 000 morts par an en France des accidents de la vie courante, si le SAMU arrivait à cheval, on peut estimer que ce facteur serait multiplié par 5, on serait 100 000 morts. Donc, dans bénéfice-risque, voilà. Donc, bien sûr, faisons tout pour diminuer les accidents de circulation. La pollution automobile n'est pas quelque chose en soi dramatique, mais dans les grandes concentrations urbaines, crée une vraie nuisance. Donc, là où il y a des grandes concentrations urbaines, il y a un intérêt d'un véhicule électrique qui serait beaucoup moins polluant. Mais si on ne met pas le problème au bon endroit, on va faire des interdits, et la peur du risque conduit souvent à augmenter le risque.
Et là, ce n'est pas le temps de débattre sur ce point, mais j'ai une autre conférence que j'aime bien faire sur risque et peur du risque, où je montre que toutes les mesures qu'on est aujourd'hui en train de mettre en place à cause de la peur qu'on entretient régulièrement, font non seulement ne diminuent pas le risque, mais même l'aggravent. Donc, c'est là j'ai cité quelques personnalités qui ont signé ce manifeste qui ne croient pas, et c'est non des moindres, c'est des prix Nobel, président de la Fédération mondiale des scientifiques, président de la commission de climatologie, mais tous ces gens-là, on les fait taire, et ils n'ont pas accès aux médias, malgré qu'ils soient académiciens, malgré qu'ils soient prix Nobel, parce qu'ils ne sont pas politiquement corrects. Alors, il y a des politiques qui font la science de manière assez simple. Là, j'en ai cité une politique française qui, lorsqu'on lui a posé la question, a répondu que tous ceux qui n'y croyaient pas, c'est des connards. C'est une manière de voir la science, mais pour moi, c'est une manière assez réductrice quand même de voir la science. Et je pense qu'il y a des choses plus... Alors, bien entendu, après avoir dit ça, elle a prouvé, elle a dit, voyez, la preuve que c'est évident, tous ces accidents et toutes ces inondations, etc. Alors, si vous regardez bien, il n'y a strictement aucune corrélation entre le changement climatique et des catastrophes naturelles. Aujourd'hui même, les statisticiens montrent qu'a priori, il y a plutôt une baisse des catastrophes naturelles entre la première et la seconde moitié du XXe siècle. Alors, qu'est-ce qui nous donne l'impression que les catastrophes naturelles augmentent ? Eh bien, c'est tout simplement la médiatisation. Là, vous avez la courbe exponentielle du nombre de gens connectés à Internet. Avant, quand il y a 100 ans, il y avait un tremblement de terre en Chine, il n'y a pas grand monde qui en entendait parler. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et dans la journée, vous avez eu déjà 10 fois des informations sur le nombre de morts, sur ci, sur ça. Et c'est cette médiatisation qui donne une impression que ça augmente. Mais c'est un effet de zoom lié à la médiatisation. Les faits ne montrent pas du tout que ça augmente. Mais ça n'empêche pas que nos politiques, à chaque fois qu'il y a un violent orage ou quelque chose de catastrophique, disent, voyez, c'est la preuve du réchauffement climatique. Et si vous regardez les données factuelles, là c'est un gars du CNRS qui coordonne ce projet pour étudier ça, il dit non, les données factuelles, non, on ne peut pas attribuer cet événement à un changement climatique quelconque. Statistiquement, il y a toujours eu ces événements et il n'y en a pas plus ni moins. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le climat a toujours varié, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Et quand on regarde sur 1000 ans, on voit que soit la baisse ou la montée, c'est de l'ordre du degré par siècle. Eh bien, typiquement, on est dans ces variations-là, du degré par siècle, donc rien d'extrêmement choquant à l'heure actuelle. Mais lorsque on donne ces données, qui sont plutôt rassurantes, alors la position des écolos, je dirais idéologistes, c'est prouvez-moi qu'il ne peut rien arriver dans 200 ans. Prouvez-moi qu'il n'y aura pas de problème. Et on remet la charge de la preuve, et c'est même rentré dans la Constitution française, le principe de précaution, qui est une aberration scientifique, parce qu'on demande aux scientifiques de démontrer un non-effet. Aucun scientifique ne peut démontrer un non-effet. On ne peut démontrer qu'un effet. On veut dire si effet il y a priori il n'est pas mesurable, donc il est inférieur à tant. Mais démontrer un non-effet, si demain on m'accuse de je ne sais pas quoi, qu'il y a un pygmée qui est mort quelque part et que c'est parce que j'ai fait une conférence avec toi, il n'y a que le bon sens qui peut dire mais je ne pourrais pas démontrer qu'il n'y a pas de causalité. Un non-effet ne se démontre pas. Et on demande démontrez-moi le risque zéro. Démontrez-moi que ça ne peut pas se réchauffer. Bien sûr que ça peut. Ça peut se réchauffer comme ça peut se refroidir. Alors, il y a des conclusions pour les communs de mortels comme nous, comme moi. Les conclusions simples, c'est de dire, quand on lit, je lisais un article très récent, il y a quelques jours, d'un homme qui a écrit un livre, qui est un homme qui fait de l'écologie, qui disait « Le réchauffement climatique est dû à la pollution et le siècle passé, il y a eu 20 millions de morts, soit plus que dans les guerres, dus au réchauffement climatique dû à la pollution. » Alors tout ça, c'est beaucoup d'esbrouf. Par contre, ce qui a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, on peut quantifier, par exemple, les morts liées à la pollution par le charbon. Et ça se chiffre en centaines de milliers. Donc si on additionne ces chiffres, on peut arriver à des chiffres supérieurs aux guerres. Maintenant, là encore, ce qu'il faut, c'est faire de l'analyse bénéfice-risque. Par exemple, en Chine, le charbon s'est développé de manière extrêmement forte. En 50 ans, ils ont une pollution énorme au charbon, mais dans l'analyse bénéfice-risque, entre avoir de la pollution et de l'énergie, et pas avoir d'énergie et pas de pollution, le bénéfice est infiniment plus grand que le risque. Les Chinois, en 50 ans, ont gagné 36 ans d'espérance de vie.
parce que l'énergie, c'est des hôpitaux, des universités. Ils sont quasiment rejoints notre niveau d'espérance de vie grâce à l'accès à l'énergie. Et maintenant, comme ils sont aussi sensibles à la pollution, ils vont faire exactement ce que nous, on a fait au siècle dernier. Ils vont réduire leur pollution et ils vont encore gagner 3-4 années d'espérance de vie en baissant cette pollution. Donc, oui, la pollution tue, mais l'absence d'énergie tue infiniment plus. Donc, le fait d'avoir de l'énergie leur a permis de gagner 36 ans d'espérance de vie. Maintenant, ils vont réduire ces pollutions et ils vont encore en gagner quelques-unes. Donc, c'est un bénéfice-risque, mais d'interdire le charbon aux Chinois, c'est les condamner à mourir à 36 ans, comme ils le faisaient il y a encore pas très longtemps. D'accord. Alors, il y a même des climatologues aujourd'hui qui disent que les données qu'on a, on peut les extrapoler qu'une ligne droite, là, mais avec la même incertitude, on peut avoir cette sorte de sinusoïde. Et on ne peut pas trancher, puisqu'il y a le même niveau d'incertitude entre les deux manières d'essayer de fitter ces données. Si c'est une ligne droite, eh ben on va continuer gentiment à se réchauffer d'1 degré par siècle, on ne sait pas jusqu'à quand. Mais si c'était la sinusoïde qui était vraie, eh bien on aurait quasiment atteint le pic et on peut s'attendre qu'à partir de maintenant, ça risque de redescendre. Seul l'avenir nous permettra de trancher parce que scientifiquement, on n'a pas les moyens de discriminer entre ces deux. Alors je pense qu'il nous faut garder une grande humilité. Déjà, Niels Bohr, qui est prix Nobel de physique il y a presque un siècle, disait « La science ne décrit pas l'univers tel qu'il est, mais comme l'homme le ressent ». Ça rejoint ce que disait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens. Notre science, d'ailleurs, est bien limitée, et nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité, et même nos prédications les plus inspirées n'en reflètent qu'une petite partie. Je pense que ni intellectuellement ni spirituellement, nous ne pouvons prétendre tout comprendre, et qu'il faut garder une grande humilité. De tout temps, l'homme a cherché des augures, des divinations, prédire l'avenir. Et Dieu se moque un peu de ça et nous dit il y a danger. Quel orgueil. Il dit que vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Et moi, je vois beaucoup de projets présomptueux où on affame des populations sous prétexte d'une cause étatique, idéologique, et dont on n'a aucune idée de comment ça va évoluer. J'avais discuté avec des climatologues de leur modèle, c'est passionnant. Mais il y a un nombre de paramètres fantastiques. Donc, ils mettent un premier paramètre qui est, mettons, le CO2, puis après, ils vont mettre le deuxième qui est la quantité de glace, l'albédo, puis après, ils vont rajouter éventuellement des poussières qui ont un effet inverse. Et puis, arrivé à ce nombre de paramètres, leur modèle n'arrive plus à converger, donc ils arrêtent parce que ça devient trop compliqué. Mais si on intègre la circulation des océans, eh bien, on se rend compte que suivant qu'on mettait 1, 2, 3, 4, 5 paramètres, on a des modèles qui prédisent une très grande montée là, un modèle qui prédit un refroidissement au même endroit, suivant le nombre. Et moi, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que Dieu se rit de nos prédictions, que lui, il peut régler ce qu'il veut, et qu'il y a une notion bénédiction-malédiction dont la Bible parle, et qui peut très bien faire que ça va se refroidir ici et se réchauffer là, et certainement pas où on l'attend. Et ça peut être une bénédiction. En Sibérie, si ça se réchauffe, je pense que personne ne se plaindra, peut-être on cultivera la vigne, mais personne ne peut prédire ces choses-là. Je pense que se prétendre l'apprenti qui va déterminer ces modèles, et certains même proposent des contre-mesures qui risquent de prendre des risques énormes en balançant des aérosols pour freiner le soleil ou de sorte, qui vont faire prendre des risques énormes en essayant de jouer à Dieu et contrôler le climat. Et je pense qu'il y a un risque énorme et qu'il faut une grande humilité, que l'homme pourra très facilement s'adapter au changement comme il l'a toujours fait, dans un sens comme dans l'autre. Eh bien, merci infiniment de nous éclairer, d'ouvrir notre compréhension sur les choses qui nous assaillent jour après jour, sans cesse. L'homme n'est pas capable de résoudre les problèmes qu'il prétend générer ou qu'il constate, et il doit bien s'en remettre à celui qui a créé toutes choses. Merci infiniment, Étienne Bernard.